Bonjour et bienvenue sur la dernière partie de ce tutoriel sur les bases de Photoshop. Dans ce volet, nous aborderons la gestion des plans de travail, l'importation des images, la gestion des grilles et des repères, l'alignement des calques et la création de formes vectorielles. On se retrouve tout de suite. La gestion des plans de travail commence dès la création d'un nouveau fichier. Nous avons déjà abordé qu'il existait différents types de paramètres prédéfinis pour les plans de travail. Pour ce cours, nous allons choisir les paramètres prédéfinis d'un iPhone X. Je vais donc choisir l'iPhone X et créer un nouveau plan de travail. Le souci étant que je veux créer une maquette graphique pour un iPhone, pour une application. Il va donc me falloir plusieurs plans de travail. Pour ce faire, je vais aller sélectionner l'outil plan de travail qui se situe en dessous du menu contextuel de l'outil de déplacement. Lorsque j'ai choisi cet outil, je vais pouvoir tracer directement un plan de travail. Si je désire, je vais pouvoir aussi créer un nouveau plan de travail directement en appuyant sur un des petits plus qui se situe à côté. Je peux ainsi repersonnaliser le plan de travail si je ne suis pas convaincu par la forme qu'il avait originellement directement dans les options qui sont paramétrables ici. Je peux même avoir plusieurs types de plans de travail différents pour éventuellement faire une application sur plusieurs supports. Je peux aussi redéfinir la taille en utilisant les données qui sont en pixels ici. Je peux aussi définir la couleur de fond. Comme nous l'avons déjà vu, il est nécessaire de mettre une couleur de fond transparente si nous désirons avoir des éléments transparents à l'image. Je peux aussi utiliser ces options pour ajouter un nouveau plan de travail manuellement, mais simplement en faisant un clic. J'ai la possibilité aussi de créer un plan de travail qui sera dans un format paysage ou un format portrait. Nous voici à présent sur un document contenant deux plans de travail. Pour déplacer un plan de travail, il faut d'abord que je désélectionne la sélection automatique. Car si je reste en sélection automatique et que, par exemple, je sélectionne le plan de travail, cette option ne va pas fonctionner. Si je la décoche et que je resélectionne le plan de travail que je désire déplacer, vous voyez que l'option fonctionne correctement. Maintenant, je vais créer une forme au sein d'un des plans de travail. Je vais choisir le plan de travail numéro 1 et tracer un rectangle. Lorsque j'ai tracé ce rectangle, vous voyez qu'il se met automatiquement en tant que calque dans le plan de travail numéro 1. Si maintenant je veux le déplacer, je vais réactiver la sélection automatique. Je vais sélectionner ce plan de travail et le placer dans le plan de travail numéro 2. Vous voyez qu'automatiquement, le calque qui était dans le plan de travail 1 est passé dans le plan de travail numéro 2. Je vais maintenant créer une nouvelle forme, mais cette fois-ci sur le plan de travail numéro 1, afin de vous montrer comment on exporte directement des éléments à partir de cette rubrique. Il suffit alors de sélectionner vos deux plans de travail dans la rubrique des calques, de faire un clic droit et d'aller sur l'option Exporter sous. Une fois la fenêtre d'exportation ouverte, vous voyez que vous avez accès à vos deux plans de travail. Vous avez la possibilité aussi de modifier l'échelle. Ici, je suis à l'échelle 1. Je peux modifier cette échelle, par exemple, pour les écrans Retina. Et je vais aussi pouvoir modifier le pilote d'exportation SVG, GIF ou JPEG, par exemple. Je vais choisir un JPEG et je vais ensuite décider de l'exporter. Je pourrais modifier d'autres options que nous avons déjà vues au préalable. Lorsque je vais exporter ce fichier, je vais choisir un dossier qui sera par exemple propice pour l'exportation. Vous voyez qu'il me demande automatiquement de sélectionner un dossier car il y a plusieurs fichiers. Et voilà, mes fichiers sont exportés sur le bureau. Nous voyons ici que le dossier a bien reçu les deux fichiers exportés. Il est possible aussi d'exporter ces deux plans de travail en fichier PDF, ce qui sera très utile lorsque vous devrez rendre les travaux d'infographie pour notre cours.
Pour ce faire, vous allez vous rendre dans Fichier, Exportation, Plan de travail en PDF. Vous commencez par choisir une destination de fichier, puis vous nommez votre document correctement. Et enfin, vous avez plusieurs options qui vous permettent, par exemple, d'inclure les zones de chevauchement, c'est-à-dire les zones qui sont ici en arrière-plan de votre plan de travail, et, si vous préférez, ne exporter que le contenu du plan de travail que vous avez créé. Vous incluez l'arrière-plan dans l'exportation, qui, je vous le rappelle, ici est blanc, et vous pouvez choisir, par exemple, de gérer la qualité de ce plan de travail, de exporter les différents fichiers en fichiers séparés ou sur un seul et même fichier en multipage. Voilà le résultat une fois que vous avez créé votre fichier. Lorsque j'ai ouvert une image, je peux aussi modifier le plan de travail de manière plus subtile. Si, par exemple, j'utilise la rubrique Menu Image, taille de l'image ou le raccourci clavier CTRL-ALT+I, je peux modifier ainsi la taille de l'image. Je peux la modifier dans divers étalons. Je vais choisir le pixel et choisir, par exemple, 800 pixels. Je peux décocher ce lien si je désire que l'image ne soit pas redimensionnée de manière proportionnelle. Il existe aussi cette option qu'on appelle le rééchantillonnage. Le rééchantillonnage permet de créer par une interpolation des pixels non existants sur l'image initiale lors de son augmentation, de l'augmentation de sa taille, afin de restituer, de simuler une version qui sera agréable et qui ne sera pas pixelisée. Une fois le redimensionnement effectué, je peux aussi choisir d'augmenter cette fois-ci la taille de la zone de travail. Pour ce faire, je vais aller dans Menu Images, Taille de la zone de travail. Ici, j'ai plusieurs options qui me permettent, par exemple, d'augmenter la taille de la zone de travail et aussi de centrer mon image actuelle par rapport à cette nouvelle taille. Vous verrez que l'image ne va pas être affectée par ce redimensionnement. Après avoir créé votre plan de travail, cliquez sur le bon dossier qui correspond au calque dans lequel vous voulez importer des images. Vous allez vous rendre dans Menu, Fichier, Importer et Incorporer. Choisissez d'abord l'image que vous voulez incorporer, puis appuyez sur Importer. Vous pouvez ici moduler la position de l'image, mais aussi son échelle. Une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez appuyer sur l'encoche Valider. Pour importer plusieurs images, il suffit d'ouvrir le dossier, puis de sélectionner les différentes images et de faire un clic et glisser au sein de la composition. Il ne vous reste plus qu'à appuyer sur Entrée plusieurs fois pour incorporer tous les calques d'images à l'intérieur de votre composition. Pour ce qui est de la question des grilles et des repères, le premier raccourci que vous devez connaître serait CTRL+3. CTRL+3 vous permet d'afficher la grille sur Photoshop. Maintenant, si vous voulez paramétrer cette grille, il suffit de vous rendre dans Édition, Préférences et d'aller dans Repères, Grilles et Tranches. Cette option vous permet par exemple de régler le pas de votre grille. Alors là, j'ai un document de 960, moi je vais choisir un pas de 60. Ce qui me permettra d'avoir des repères un petit peu plus intéressants et qui vont terminer bien comme il faut de chaque côté. Si je veux masquer cette grille, je vous rappelle, vous appuyez sur CTRL+3. Maintenant, j'ai envie de tracer un repère, mais un repère qui a une coordonnée fixe. Je vais donc commencer par appuyer sur CTRL+R pour afficher les règles. Je vais ensuite aller dans Affichage et je vais tracer Nouveau repère, enfin appuyer sur Nouveau repère. Je vais choisir un repère horizontal et cette fois-ci, je vais choisir 80px en position. Faites attention de bien être en pixels. Pour changer la valeur sur Photoshop des règles, il suffit de faire un clic droit sur la règle et vous voyez que moi j'ai déjà choisi pixel.
voyez que mon repère est apparu à 80 pixels en partant du 0, c'est-à-dire le coin supérieur gauche de la feuille, et en allant 80 pixels plus bas à l'horizontale. Ensuite, vous pouvez, si vous le désirez, tracer des repères à la main. Il suffit de faire un cliquer-glisser à partir de la règle et de tracer éventuellement un repère. Après avoir réalisé vos tracés et importé vos images, nous allons passer maintenant à la phase d'alignement. Vous voyez que j'ai commencé par tracer un repère qui sera celui qui accueillera les différentes cravates. Le problème étant que ces cravates sont bien trop grandes pour pouvoir s'aligner correctement avec cette échelle. Je vais donc sélectionner l'ensemble des calques contenant les cravates. Je les ai rangés dans un petit dossier taille dans le body. Puis je vais faire un CTRL-T pour transformer l'ensemble de ces calques en même temps. Je vais me placer ici et je vais appuyer sur Alt et Shift. Je vais maintenir ces deux touches et je vais faire un cliquer-glisser pour leur donner déjà une taille qui correspond davantage à celle qui m'est proposée sur le gabarit. Je valide. Puis, je vais me mettre sur l'outil de déplacement, car sur Photoshop, en fait, un alignement est un déplacement. Vous voyez qu'à partir du moment où j'ai sélectionné ces images, je vois que je vais pouvoir déplacer l'intégralité de ces images, par exemple, toutes sur le pixel qui était le plus haut parmi les pixels de ces différents calques. Si maintenant je veux déplacer ces cravates ici et obtenir un résultat similaire à celui du gabarit, je vais d'abord sélectionner toutes les cravates, je vais faire un cliquer-glisser, je peux appuyer sur majuscule enfoncé pour garder le centre de mon déplacement, puis je vais me coller automatiquement sur le repère grâce au magnétisme. Je vous rappelle que le magnétisme c'est dans affichage, magnétisme. Si jamais maintenant je veux avoir un résultat qui est plus en adéquation avec ce qu'il y a derrière, je vais par exemple orienter la cravate noire ici. Maintenant, il faut que je sois précis, donc je vais faire CTRL-3 pour afficher la grille et je vais utiliser la grille que j'ai déjà paramétrée précédemment. Je vais me mettre sur 2 cases de marge, puis maintenant je vais sélectionner l'ensemble de mes cravates. Et je vais réutiliser cette option. Alors pour être sûr que tout est bien en haut sur le même pixel, je vais aller ici et puis là je vais répartir l'ensemble des cravates de manière égale. Voilà. Passons maintenant à la réalisation de formes comme des rectangles et des cercles sur Photoshop. Vous voyez que vous pouvez directement générer ce type de forme. L'avantage c'est que ce sont des formes qui ont des propriétés vectorielles. Nous allons pouvoir avoir plusieurs types, notamment les tracés, mais nous, ce que nous allons choisir, ces formes, car elles permettent de mettre de la couleur. Je vais donc choisir forme, rectangle, puis vous voyez que vous avez une couleur ici, FA6938. Donc je vais aller ici, sur le petit sélecteur de couleurs là, et ici, pour avoir la possibilité de générer le code hexadécimal. Donc je vais faire FA6938. Je vais mettre OK. Je vais utiliser mes repères de manière un peu grossière pour générer cette forme. Si jamais je veux que les repères s'arrêtent pile poil sur le plan de travail, je vais faire un CTRL-T, je vous rappelle, de transformation, et puis je vais, avec le magnétisme, pouvoir avoir quelque chose de plus précis, de plus propre. Je vais ensuite appuyer sur l'encoche pour valider ce système. Si maintenant je veux un rectangle d'une forme définie avec des mensurations prescrites, alors là il n'y en a pas un mais je les ai inventés, je vais simplement cliquer sur le plan de travail avec l'outil rectangle. Donc là je vais choisir par exemple en hauteur 132 et puis en largeur on va mettre 320. Ok. Et vous voyez qu'automatiquement ça vous a généré un rectangle aux dimensions que vous avez choisies. Si maintenant vous voulez mettre des pointillés autour de cette forme vectorielle, vous pouvez aller sur contour et puis mettre une couleur et puis aussi retirer la couleur de fond. Là vous voyez que j'ai une ligne continue, je peux aller ici pour modifier le type de ligne et puis ici pour modifier la taille des pointillés éventuellement. Je peux aussi, si je le désire, créer des formes vectorielles qui ont des bords arrondis. Alors pour ce faire, j'ai déjà un outil qui permet de créer des bords arrondis pré-générés par la forme. Je peux aussi décider d'utiliser cet outil qui me permet de gérer le rayon de ma forme avec des bords arrondis. Vous voyez qu'ici j'ai un rayon avec un cercle de 20 et ici un rayon avec un cercle de 10.